C'est comme ça que ça se passe. Yes. Tac. Yann, si tu es prêt, je suis prêt. C'est surtout toi qui commence, donc Ouais, t'attends de te préparer un peu plus, c'est ça? ouais, Très bien, c'est parti. Eh bien, bonjour, rebonjour à tout le monde. Avec Yann, on est hyper content de vous faire cette présentation qui était en train de mijoter sur le feu depuis un certain temps. Euh, donc, on est en deux parties cette présentation. Aujourd'hui, on va vous parler de 9 étapes simples pour débugger les bugs un peu du quotidien. Donc, pour certains, ce sera peut-être un petit rappel. Pour d'autres, un moyen de mettre des mots sur des choses qui semblent évidentes, mais qu'on n'a pas toujours réussi à bien transmettre. Et puis, peut-être pour d'autres personnes, un moyen de justement de prendre des bonnes habitudes et de ne pas trop se laisser avoir par notre cerveau d'humain qui veut toujours se précipiter quand on voit du rouge sur son écran. Euh, donc vraiment là, aujourd'hui, on va se concentrer sur les sujets un peu classiques. Et demain, on se retroussera un peu plus les manches pour plonger dans les bugs les plus tordus. Euh, donc, pourquoi on voulait vous parler de bugs déjà, ah oui, se présenter quand même, c'est quand même pas plus mal parce que je débarque, mais je ne dis pas qui je suis. Donc, moi, je m'appelle Rémi, je suis tech lead chez Théodo, donc ça va faire bientôt 9 ans que je suis chez Théodo. Et Yann, tu es tech lead aussi, ça fait combien de temps que tu es à Théodo? moi, ça fait 7 ans. 7 ans, ok. Donc bon, c'est peut-être pas forcément beaucoup pour certains, certaines qui sont expérimentées dans du travail, mais Théodo, c'est une boîte qui a 10 ans, donc on fait un peu partie des vieux, voire des meubles pour certains. Euh, donc on est aussi hyper content justement de partager notre vision qu'on a du debug, parce que faire les pompiers, ça fait un peu partie de notre métier. Euh, on vous partagera les slides de toute façon pour que vous puissiez nous suivre sur Twitter et compagnie. Euh, donc bref, les bugs. Les bugs, tout le monde connaît quand même. Les bugs, si vous me dites que vous n'avez jamais codé de bugs, c'est soit que vous avez beaucoup d'humour, soit que vous n'avez jamais codé. Parce que des bugs, on en a tout le temps. Euh, J'aimerais quand même passer un tout petit peu de temps sur ce que c'est qu'un bug. Un bug, on peut avoir plein de définitions. Aujourd'hui, on va se dire qu'un bug, c'est un comportement non désiré. Donc, ça peut tout à fait être son application qui plante avec des messages d'erreur ou une fonctionnalité qui ne fonctionne pas comme on aimerait qu'elle fonctionne. Le bouton est bleu, je le voulais jaune. Bon, bah voilà, c'est un bug. Euh, et aussi, il y a différents impacts. Il y a le bug qui peut être le bug du quotidien, comme je vous disais. Donc, j'arrive pas à démarrer mon application locale. C'est un bug. Ça demande de débugger aussi. C'est quelque chose de pénible. C'est quelque chose qui nous bloque. Euh, c'est quelque chose qui va aussi faire perdre du temps à l'équipe. Et ça peut tout ce qui vient être le bug en production, l'application qui est down et le déni de service. Bref, le bug qui est vraiment urgent, important, stressant. Donc, bon, il y a tout un panel de bugs, évidemment. Donc, la question, c'est, bon, la première chose à faire, ça ne se passe pas sur le clavier, ça se passe dans la tête. Il faut vraiment réussir à se contrôler, rester raisonné face aux bugs. Voilà, tout simplement. Enfin, très sérieusement, il ne faut pas paniquer. Vraiment pas. Bon, c'est un conseil qui est un peu pourri de ne pas paniquer, parce que quand on se dit pas paniquer, c'est ah, j'entends paniquer, donc je panique. Mais en fait, il faut réussir à trouver le bon équilibre pour rester concentré. Parce que bon, pour un petit bug en local, bon, on va s'énerver 5 minutes devant son ordinateur et se rendre compte qu'on a fait une bêtise. Quand on est en production, on peut, sans s'en rendre compte, encore plus faire de dégâts, parce que c'est une boucle infernale le stress. Admettons, on a une erreur en prod, ça nous stresse parce que ça crée une situation d'urgence, parce qu'il y a un risque pour le business. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des petites erreurs. Les petites erreurs, elles rajoutent des bugs. Et comme face aux bugs, on stresse, ça crée un cercle vicieux. Donc, c'est hyper important de parfois se dire, OK, là, c'est un peu trop tendu, donc je vais souffler, je vais me lever, 30 secondes, je vais prendre un verre d'eau, je vais tâcher de ne pas rester seul, si c'est un bug qui est compliqué en prod ou quoi. Et
ensuite, on peut commencer à attaquer le debug. Mais c'est important d'être en autocontrôle et de se sentir prêt. J'ai une petite anecdote là-dessus. Quand je bossais un moment pour un site de presse, à l'époque où il y a eu des attentats chez Charlie Hebdo, donc pas hyper fun. Donc forcément, c'était une news qui intéressait beaucoup de gens. Ça a fait tomber le site. Euh, et c'est simple, il fallait vraiment rester hyper concentré. Donc on a passé l'après-midi dessus avec un Ops. Et c'était assez marrant de voir le contraste de réaction. Il y avait les chefs de projet derrière moi qui étaient très, très, très stressés. Et avec l'Ops, nous, on était très concentrés et on était vraiment à fond dedans. Et du coup, ce que les chefs de projet ont dit, mais comment vous faites pour rester aussi calme? Et on leur a répondu un peu en chœur. En fait, c'est simple, si on se stresse, on va faire encore plus de conneries et on y est encore demain. Donc, vraiment, pensez-y. Déjà, faut que la tête elle soit au repos avant de passer à l'action. Bon, ensuite, on n'est toujours pas sur le clavier, on est vraiment plus là sur le projet. Parfois, il y a des bugs. On se dit, mais c'est bizarre, ça marche comme ça, mais est-ce que c'est pas une fonctionnalité en fin de compte? Je crois que tu as un exemple là-dessus, Yann, non? Un exemple assez récent, c'est typiquement ce qui se passe, c'est que on développe parfois sur des longs projets où il y a énormément de fonctionnalités, où il peut y avoir des besoins qui peuvent se croiser, des exceptions, des cas particuliers. Et typiquement, c'était un projet chez une grosse assurance où un jour, quelqu'un du métier nous a soutenu mordicus que telle donnée ne devait pas être affichée sur la page de détail d'un assuré sur ses infos. Et on lui a montré par A plus B que c'était une fonctionnalité qu'il avait demandé 3-4 semaines auparavant. Dans ce cas précis, tel type d'utilisateur, il fallait qu'il puisse voir telle info. Donc pour le coup, dire c'est pas un bug mais une feature, c'était pas une blague, quoi. Non, littéralement. Donc oui, en fait, en faisant cet effort-là, bon, quand c'est le feu d'artifice en prod, il n'y a pas trop d'efforts à faire pour dire non, ce n'est pas le comportement attendu. Mais le fait de se dire, mais attends, est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite? Ça présuppose de savoir ce que l'on souhaite. Et en fait, en voyant déjà cet écart-là, ça va déjà nous aider. Donc évidemment, si on se rend compte que c'est pas un bug, là le debug est terminé. Il y a peut-être de la documentation à écrire ou quelque chose à mettre en place pour pas qu'on se repose la question plus tard, mais en tout cas, c'est pas un bug. Euh, je vois des notifications orange, je vois des choses dans le chat. Marc de Katrina. Je n'arrive pas à voir le chat. Je suis pas très compétent avec Zoom. Non, mais rien de grave, je disais juste que du coup, c'est davantage encore plus important de garder les traces écrites de tout ce qui est demandé, etc. N'importe quel client pour pouvoir valider Ouais, ou dévalider ça. en effet. Je pense que Yann, si tu n'avais pas réussi à retrouver le ticket, tu n'aurais pas réussi à convaincre ton client facilement, quoi. Tout à fait, il fallait bien avoir une trace. Voilà, bonne remarque. Bon, admettons c'est un bug. Très bien. Mais encore une fois, il faut être rationnel. Un bug, comment ça se passe généralement? Soit on s'en rend compte soi-même, mais donc là, c'est OK. Soit il y a un product owner, quelqu'un du métier, un utilisateur qui va dire au secours, ça ne marche pas. Et qui va nous décrire un comportement et c'est un peu vague. Bon, là, il faut creuser, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, comment je fais pour voir le bug. Donc, il faut cliquer sur tel bouton et on doit voir telle erreur. D'accord? Mais c'est hyper important de reproduire le bug dans son habitat naturel. C'est-à-dire que si le bug survient en production, on ne va pas essayer de le reproduire en local tout de suite. Parce qu'on travaille avec des outils qui sont quand même très, 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 très complexe. Il y a quand même dans l'histoire un ordinateur, un serveur, un langage A, un langage B, des applications qui s'appellent les unes les autres. Il y a beaucoup d'éléments dans le système. On ne peut pas contrôler tous les paramètres. Donc, la meilleure façon de s'assurer qu'on est dans des conditions qui sont les mêmes que celles du bug, c'est là où le bug s'est produit. Si on ne fait pas ça, on peut s'exposer à plusieurs risques. Par exemple, ne pas réussir à produire le bug. Donc c'est dommage, on va croire que le bug n'est pas là, alors que le bug est sans doute là. Autre cas, on peut avoir un autre bug et commencer à débugger le bug qui n'est pas le bug qui pose problème. Et en plus de ça, si même on arrive à reproduire le bug en local, on peut se dire ok c'est bon, j'y arrive, mais on ne sait pas ce qui peut se passer ensuite. Donc c'est compliqué, il y a beaucoup d'éléments dans le jeu, donc il faut déjà voir les choses là où elles se passent. Ensuite, c'est là qu'on commence vraiment à débugger.
Si on n'a pas regardé les logs, les messages d'erreur pour comprendre vraiment ce qui se passe, on ne va pas savoir où est-ce qu'il faut les regarder dans le code ou dans ces configurations de serveur pour pouvoir résoudre le bug. Donc vraiment, là, ce qu'il faut faire, c'est trouver ces logs. Donc, parfois, les logs, on ne sait pas où ils sont parce qu'on ne connaît pas forcément hyper bien son appli ou la techno. C'est pas grave. Généralement, c'est documenté. On peut le retrouver dans la configuration. C'est quelque chose qui se trouve. Voilà, le pire des cas, c'est quand il n'y a pas de log ou que ça ne fait pas de message d'erreur. Mais ça, on en parlera demain sur les bugs où on n'arrive pas facilement à trouver la cause. Mais pour les cas où, par exemple, en local, je n'arrive pas à démarrer mon application, boum, j'ai du rouge partout, les logs, ils sont sous nos yeux. Donc, une fois qu'on les a trouvés, eh bien, il faut les lire. Alors, ça peut paraître stupide d'écrire ça, mais franchement, j'insiste. Ça se lit, c'est généralement de l'anglais ou une autre langue germanique ou latine, et c'est pas grave si c'est pas le cas, on changera dans le slide, hein, mais ça se lit de gauche à droite et de haut en bas. Ça ne se lit pas tout de suite, je vais tout en bas, je lis la fin de la stack trace. Ça ne se lit pas, oh, je parcours et après je fonce dans le code. Non, non, il ne faut pas confondre la précipitation et la vitesse. Il faut lire le message d'erreur en entier. Il y a plein d'informations dedans, donc ça va aider forcément. Et une fois qu'on l'a lu une première fois, parce que généralement, ce n'est pas hyper digeste, bah, on le relit en fait. Parce que la première fois, on déchiffre et la deuxième fois, on comprend. Parce que quand on se tape une stack trace avec 15 lignes, avec une exception un peu bizarre ou quoi, déjà, c'est du langage technique. À moins d'avoir vu le message d'erreur 1000 fois avant, ça ne va pas parler tout de suite. Donc, il faut vraiment comprendre ce qui se passe. Ça évite ensuite de prendre une décision, une contre-mesure qui ne va pas avoir un rapport avec le bug. Parce que c'est ça qu'on voit souvent chez des gens qui débutent dans le code, c'est qu'ils ne cherchent pas à avoir une intention derrière leur action, ils cherchent plutôt à avoir un résultat. J'ai du rouge, il faut vite que je passe à du vert. Donc, je vais voir ce que je peux faire, je vais me précipiter à droite à gauche. Non, non, non. L'information qui va te permettre de résoudre ton problème, elle est sous tes yeux. Donc, lis-la complètement, comprends-la. Et si tu ne la comprends pas, bah, c'est déjà une première action, il faut chercher à la comprendre. Mais en fait, le point de départ, il se trouve dans le log, il se trouve vraiment dans le message d'erreur. Tout à fait. Une fois qu'on a compris ce qu'il fallait faire, bah voilà, c'est fini. Du coup, bah, je vous dis à demain. Non, bien sûr, je déconne, c'est de l'humour bien lourd. Une fois qu'on a vu le log d'erreur, ben, il faut aller chercher les causes un peu classiques, quoi. Donc là, on a un message d'erreur qui nous dit je ne trouve pas la variable name. Ah mince, j'ai peut-être fait une faute de frappe. Il faut que j'écrive name. Oui, en effet. Il manque telle librairie dans ton fichier. Ah bah, je vais importer la librairie, comme ça sera vachement mieux. Ça marche toujours pas. Ah, mais je ne l'ai pas installé en fait. Ah, bah oui. Donc, ça peut paraître stupide, hein, mais moi, quand j'étais un jeune développeur, ça m'arrivait de passer un quart d'heure sur des bêtises de genre-là. Pourquoi? Parce que je ne lisais pas. Maintenant, je ne dis pas que je ne me fais plus avoir, hein, mais je me fais quand même beaucoup moins avoir parce que je prends le temps de lire. Je le sais, je l'ai appris. Et surtout, je connais voilà, les bêtises classiques, les fautes de frappe, les librairies pas importées. Et je vois qu'il y a des messages dans le chat. Vous pouvez vraiment intervenir à l'oral, il n'y a pas de souci. Hein. Hop, tac, tac, tac. En plus, c'est Yann qui intervient à l'écrit. Oui, il y a des questions sur le TDD. Ça, c'est une pratique TDD et ça évite pas mal de bugs. Oui, en effet. Et c'est exactement ce qui se passe quand on fait du TDD. C'est qu'on crée du rouge volontairement et on se base sur le rouge pour passer au vert. C'est la même chose. Mais le debug, c'est ce qu'on passe le plus de temps à faire en tant que dev. Coder, on le fait pas beaucoup de temps en fin de compte. On passe plus son temps à écrire du code, puis tiens, ça marche pas, on regarde ce qui se passe et on prend une contre-mesure. C'est pour ça que le TDD c'est vachement sain parce que ça met cette dynamique en avant. Bref, petite parenthèse. Mais le debug, c'est ce qu'on passe le plus de temps à faire, mais c'est ce qu'on apprend le moins à faire de manière formelle. On apprend toujours sur le terrain. C'est pour ça qu'on fait cette présentation avec Yann. Ok, une fois qu'on a lu le message d'erreur, qu'on a compris que c'était une petite erreur,
on arrive à corriger le problème. Mais parfois, ce qui se passe, c'est que le message d'erreur, il raconte n'importe quoi. Par exemple, si c'est un message d'erreur de ma base de données préférée Oracle, euh, les messages d'erreur d'Oracle, c'est parfois un code et un message un peu cryptique. Donc, ça, à moins d'être expert en Oracle, ça ne donne pas beaucoup d'indications. Donc, là, il n'y a pas le choix. Il faut sortir la doc, il faut appeler de l'aide sur Internet et aller chercher le message d'erreur en ligne. Mais vraiment, pour prendre le message d'erreur complet, alors, plus ou moins parce que Google, parfois, il ne reconnaît pas forcément le pattern, mais souvent, de prendre le message d'erreur complet, l'envoyer dans Google, on arrive tout de suite à tomber sur une issue GitHub avec exactement le même problème, Stack Overflow, une réponse qui est à 3000 upvotes. La plupart des réponses sur Stack Overflow, elles ont une réponse hyper rapidement, donc c'est vraiment, ça peut paraître stupide et ça peut paraître, on a l'air de ne pas être expert en faisant ça, mais on est dans un monde d'ingénierie, on n'est pas là pour apprendre par cœur des technos et des problèmes, hein, on est là pour résoudre des problèmes. Parfois, on ne sait pas. L'humanité, c'est une intelligence collective. Il n'y a pas de personne qui sait tout. Donc, il faut aller se reposer sur l'aide qu'on peut trouver en ligne. Il n'y a vraiment pas de souci à faire ça. Il faut être humble. Ce qui est le plus important derrière, c'est de comprendre pourquoi le bug est survenu. Mais bon, parfois, il y a des trucs mystiques. Et on n'a pas forcément le temps d'aller chercher à débugger dans l'assembleur de son logiciel pourquoi ça se passe comme ça. Donc, on passe à la suite. Mais il faut se dire, OK, je ne comprends pas, c'est pas grave, mais là, je bloque, j'ai besoin d'avancer. Google Driven Debugging, il n'y a pas de mal. Je ne sais pas si j'ai un. Ouais, voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait un petit message dans le chat. Hop. Ça parle de TDD, incroyable. Peut-être que Jean-Luc va nous faire une présentation de TDD un jour. Des erreurs qu'on a compris plutôt que d'arriver du vert sans savoir comment. Exactement. Hop. C'est le moment de poser des questions là ou c'est. Alors non, c'est pas le moment de poser des questions, pardon. Je lis le chat. Donc petit récap, et après je pense que Yann va nous montrer des petits exemples. Donc première étape déjà, on fait redescendre le stress. Ensuite, on vérifie que le bug c'est vraiment un bug. On le reproduit. On cherche les messages d'erreur et on les lit. Soit c'est une cause triviale et on arrive à résoudre le bug. Soit le message d'erreur ne nous aide pas et on cherche en ligne. Et ça, a priori, ça nous aide dans, allez, à la louche, 80% des cas. Ce chiffre sort d'une étude d'un échantillon, le mien. Mais c'est déjà sur ces étapes-là qu'on va se concentrer aujourd'hui. Et Yann, je pense que tu peux partager ton écran du coup. Yes, j'arrive. Et pendant ce moment-là, si vous avez des questions, envie d'intervenir, c'est le moment pendant que Yann dégaine l'application. Il faut que tu cesses de partager ton écran, Rémi. Ah, mince, il y a un lock. Bon, hop, sur les slides. Parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Je laisse peut-être de la place pour des questions maintenant et après on enchaîne genre sur des petits exemples qui mettent en pratique. Pas de questions? Eh ben, on est parti alors. Du coup, c'est une toute petite application qui ne fait pas grand-chose dans la vie. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle affiche une liste de Pokémon, voilà, que je peux consulter et visualiser les détails. Cette application, je vais volontairement y introduire des petits bugs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser, je vais vous laisser me guider et me dire ce que je fais pour essayer. On va commencer avec quelque chose d'assez simple. Les principes d'être pareil. En premier, je panique pas. Ça va. Yann, Donc, je pense bon. que Yann, Oui. je pense que tu peux reprendre le début des explications. Ça a pas mal bugué ton. Ce que je vais faire aussi, c'est que, alors, je ne vois plus Zoom. Je vais cesser de partager mon écran, ma vidéo parce que je pense qu'en termes de connexion, je suis limité. Alors, ouais. Est-ce que vous m'entendez mieux?
Un peu mieux, ouais. Et ce que tu peux faire, Yann, c'est aussi partager que Chrome, parce que là, tu partages tout ton Mac et je pense que ça coûte plus cher. Il va falloir que je partage notamment du code, donc Ah oui, j'ai besoin d'accord. J'ai rien dit. donc, si vous m'entendez, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai introduit volontairement un bug. Bon, ça, c'est pour l'exercice. Si on applique les principes venant d'être exposés par Rémi, bon, je ne panique pas. Là, le souci, il est chez moi. Personne n'est en danger. Je suis à peu près sûr que je n'ai pas souhaité montrer le comportement attendu qui était d'afficher une liste avec des Pokémon. Là, j'ai un message d'erreur. Donc là aussi, c'est évident. Maintenant, ce que je vais faire, donc reproduire, là, il suffit de rafraîchir et je vais avoir cette erreur-là. Là, c'est le moment où je vais me pencher vraiment sur ce message d'erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'un composant qui s'appelle formatting message n'est pas défini dans tel fichier, telle ligne. Très clair. Donc, là, Tu ce que je parles fais, très vite, Yann. T'es sûrement en panique, non? non, ça va. Je pense que c'est la compression qui. Yes. Donc, là, le message d'erreur, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit très clairement le fichier incriminé, la ligne correspondante et ce qui se passe. La plupart du temps, aujourd'hui, on travaille avec des technos qui sont capables de nous renvoyer des messages d'erreur de manière assez lisible. On va voir plus tard ce qui se passe si, au contraire, on rentre dans des librairies plus bas niveau avec des messages plus obscurs. Si je regarde dans mon code ce qui s'est passé, alors c'est pas du tout ici. Si je regarde, c'est ce fichier-là. Et ce fichier-là, en effet, on voit que ce composant n'est pas présent. Et en fait, c'est aussi simple, c'est aussi idiot que ça, c'est que je ne l'ai pas importé. Et donc là, si j'importe mon composant, donc c'est ce que je vais faire ici. Hop. 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 Et qu'on regarde, ça va introduire un. Alors là, du coup, sur cette page, ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu ajouter une nouvelle fonctionnalité. Cette nouvelle fonctionnalité, c'était d'ajouter une petite icône sur le côté du titre, ici. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Alors, ça arrive. Il se passe cette erreur-là. Je vous montre le bout de code correspondant, qui est ici. Donc, j'ai voulu utiliser cette icône de Material UI que j'utilise ici. Et là, le message d'erreur, il me dit quelque chose comme « Je ne trouve pas cette icône ». Et là, en l'état, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi je n'arrive pas à récupérer cette icône. Parce qu'en fait, si je vous montre le commit que je viens de faire, qui était censé rajouter cette icône, j'ai installé la librairie qui contient cette icône. Voilà, je l'inclus, je l'importe et je l'utilise. Et malgré cela, et malgré le fait que, en effet, mon donc là, ce que je fais, c'est que je vais prendre vraiment mon message d'erreur et le chercher sur Google. Et il se trouve que si je fais ça, on me dit que vous m'entendez, on m'entend mal. Est-ce que ça va mieux là? Coup-ci, coup-ça. Ok. Bon, du coup, ce qu'on va faire, est-ce que tu peux prendre le relais, Rémi? Je prends le relais à l'oral, ouais, du coup. Yes. Du coup, je fais que partager l'écran et tu parles par-dessus? On va faire ça. Donc, on a cherché à installer une nouvelle librairie, on s'en est servi, mais on a quand même un message d'erreur qui nous dit qu'on n'arrive pas à utiliser le composant qu'on a installé. Donc, ce qu'on fait là, c'est l'étape 9
la petite méthode de debug, c'est chercher le message d'erreur sur Google. Donc, Yann, je te laisse afficher la recherche. Et comme par magie, voilà, il y a des gens qui ont des problèmes similaires sur leur projet. Et je pense que tu peux regarder un peu plus bas, il doit y avoir une réponse. Et voilà, quelqu'un qui nous dit que Icons, le composant qu'on a installé, ça fait partie de la librairie core de Material UI et qu'il faut installer les deux. Voilà, parce qu'il y a une peer dependency qui est mal liée. Donc, quand on installe Icons, il ne va pas installer core. Donc, on fait soi-même. Donc, résultat des courses, il faut aller faire un yarn add ou npm install. Je pense que tu peux voir le terminal du coup, Yann, et le faire. J'arrive. Si tu t'en sors. Yep. Économie de ta page de clavier. Hop. Bon, voilà, on installe la librairie. Passionnant, le terminal qui déroule. Et donc, bon, a priori, là, ce qu'on s'attend à obtenir comme résultat, c'est que le composant soit trouvé et que la page fonctionne. C'est vrai que là, entre le partage d'écran plus le lien install, je pense que tu es en train de faire chauffer tous les câbles téléphoniques de ta région, Yann. Il y a Aurélien qui donne apparemment un conseil sur Zoom. Tu peux limiter le nombre de FPS partagés pour limiter l'usage de ta connexion. Ok. On pourra tester ça pour demain. Oui, parce qu'évidemment, nos aventures continuent demain. Ça veut dire exact. Hop là. Je relance la compilation et ça va fonctionner. Hop. Ça arrive. arrive. Pour tenir compte des dépendances, il faut que je mette à jour. Hop, et ça va arriver. C'est un peu long. J'ai dû relancer de zéro, mais ça va fonctionner. Je pense que c'est le principal message. En attente de localhost, en effet. C'est juste lent. Si vous avez déjà des questions ou des remarques, on peut profiter de cette petite fenêtre pour glisser du temps de questions. Voilà. Il est de retour. Ah, incroyable, ça fonctionne. Et les Pokémon s'affichent, donc ça marche. Voilà. Donc la technique du Google Driven Debugging a marché. Et en plus, on a compris le problème, ce n'était pas un message trop cryptique, c'était un problème de dépendance manquante. Ok. Je pense que tu peux passer rapidement au bug suivant, Yes. Yann. Et ce sera peut-être la dernière truc qu'on se dira. Ok, bon. Donc là, parsing error invalid caractère, première ligne. Est-ce que tu peux montrer cette première ligne, Yann? Ok. Bon. Est-ce que c'est pas plutôt vers la doc qu'il faut se tourner pour comprendre les outils package que l'on souhaite utiliser? Si, en effet, c'est un peu la golden source qui va t'aider à comprendre ce qui se passe, mais là, en l'occurrence, tu as, en fin de compte, une erreur qui est liée plus à comment on gère les dépendances en JavaScript que Material UI.
peut-être qu'il manque quelque chose dans la doc, parce que la réponse Stack Overflow est quand même vachement mieux référencée que la doc de Material UI. Il n'y a pas d'input magique. Il faut regarder toutes les informations qu'on a pour comprendre. Comme je le disais, c'est un monde compliqué. Donc, un peu de Stack Overflow, un peu de doc, poser des questions aux gens qui connaissent. Je pense que le tout, c'est pas tellement la façon de faire pour comprendre, c'est de vraiment comprendre ce qui se passe. La doc, elle va notamment être particulièrement utile quand on va vouloir creuser davantage et quand on ne trouve pas justement de personnes rencontrant le même problème que nous. Mais ça, c'est une bonne remarque, mais on en parlera pas mal demain sur comment justement creuser quand on ne comprend pas exactement ce qui se passe dans son système. Parce qu'il y a la doc, mais il y a aussi d'autres choses. Alors là, on a un bug qui nous dit qu'il y a un caractère invalide et on n'arrive pas à parser dès la première ligne. J'ai pas envie de vous donner la réponse. D'après vous, qu'est-ce qui se passe? Allez, on va s'accorder peut-être 1 minute pour. C'est pas un point virgule. Ouais, manifestement. Ça semble une bonne piste. Comment tu aurais envie de vérifier ça, du coup, Vince Ops, que c'est bien ça le problème? Alors, avec un IDE, évidemment, ça aide. Hein. C'est sûr que si on était avec Notepad, on verrait vraiment le problème. CTRL F, point virgule. Ah, pas mal. Et oui, en effet. Donc, du coup, on peut tenter un control replace où on pourrait même être encore un peu plus atomique et en changer un et voir si l'erreur se déplace. Yes. Je pense qu'il faut que tu changes sur la première ligne, du coup. Tu veux que je change celui-là? Ça, en l'occurrence, ce bug, il est complètement théorique. Il est complètement théorique, ce bug. Ensuite, des vrais bugs, parce que c'est des trucs comme ça existe. Il y a un moment, il y avait un truc, le BOM UTF-8, là, je sais pas si c'était un truc de PHP, où tu avais certains éditeurs de texte qui te rajoutaient 2 caractères UTF-8 en début de fichier texte. En début de fichier, ouais. Ça, c'était le genre de qui arrivait. Il y a aussi, parfois, quand on fait du Git entre OS, les sauts de ligne ne sont pas codés de la même manière entre Linux, macOS et Windows. Sur macOS, ça doit être anti/n, anti/r, Windows c'est anti/r, anti/r, et Linux c'est anti/n, anti/n, je crois. Si on n'utilise pas Git bash sur Windows ou si on a mal configuré son Git, les sauts de ligne peuvent être mal réencodés et on se retrouve avec des espèces de chapeau M ou chapeau R dans ces fichiers à la place d'avoir des vraies sauts de ligne. Ça cause ce genre de problème aussi. Quoi. Mais là, dans ce cas-là, je vois pas comment vous avez réussi à débugger le truc. Hein. Là, parce que s'il n'y avait pas eu Vince Ops, il nous a dit la réponse, mais en fait. Là, en fait, c'est pas la méthode, les 9 étapes qu'on a données, elles permettent pas de résoudre ce bug-là. Ok, moi j'aurais fait de la dichotomie. C'est-à-dire que s'il me dit que l'erreur en ligne 1, déjà j'aurais essayé de comprendre si c'est ligne 1 parce que le message d'erreur est complètement parti en vrille ou si c'est vraiment dans la ligne 1. Donc j'aurais peut-être mis des commentaires avant la ligne 1, voir si ça bouge effectivement le bug. Ouais. Là, je me serais dit, tu vois, imagine, tu mets 3 lignes de commentaires et tout d'un coup il te dit l'erreur ligne 4, là je me dis ok, c'est vraiment dans la ligne. C'est vraiment la ligne. Donc ça, ouais, c'est une bonne approche, parce que du coup, tu as lâché le mot. Le mot, c'est dichotomie, en effet. On n'a pas voulu rentrer dans la dichotomie là, dans cette première partie. Ce sera surtout demain, parce que, bon, là, le système est assez simple, c'est des lignes de code. Mais quand il faut faire de la dichotomie, quand on a un front, un back, un serveur web, plusieurs systèmes, ça devient un peu plus touchy de faire la dichotomie dedans. Mais en effet, c'est la bonne approche. C'est l'approche qui marche pour tous les bugs, de toute façon. Enfin, on pourrait résoudre les problèmes de librairie stupides en faisant de la dichotomie, mais ce serait plus long. Ok. Je ne sais pas si on a le temps de regarder un autre bug ou si Time's Up. Je pense que Time's Up, non. On peut peut-être prendre des questions, des remarques. Petite remarque, parce que tu as insisté 2 fois sur pas de panique.
Ouais. Enfin, vous avez insisté. Et c'est marrant parce que j'avais fait une présentation sur comment débugger il y a tellement longtemps, il y a 10 ans peut-être, 9 ans. Et je me rappelle que j'avais parlé qu'il fallait rester zen. J'avais mis, pareil, j'avais mis rester zen 2 fois. Et donc je trouvais que la coïncidence était marrante. Et en fait, j'ai réfléchi à ça. Et je me dis que, tu vois, la théorie derrière, elle est assez simple. C'est qu'en fait, quand tu débugs, tu es obligé d'enclencher ton système 2. Donc le système, tu vois, du cerveau rationnel. Et ton chef de projet qui panique derrière, lui, il est encore en système 1, quoi. Il est en mode partir en courant. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est une très bonne remarque. C'est qu'en fait, le debug en système 1 ne marche pas. Donc, il faut réussir de différentes façons à passer en système 2. Il y a des techniques pour ça, hein. Moi, j'avais parlé à un pilote de chasse qui avait la technique de la respiration en carré, qui apparemment permettait de très rapidement passer d'un état de panique à un état de C'est la cohérence réflexion. cardiaque. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, je sais Ouais, pas, ouais. je crois que la cohérence cardiaque et la respiration carrée, ça semble être une technique pour atteindre la cohérence cardiaque, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est des techniques qui font justement réduire le taux de cortisol dans le sang, qui est l'hormone du stress. Wow, il se passe tellement de choses dans des bugs. Maintenant, je pense que c'est un peu plus une coïncidence, Fab, parce que voilà, petite anecdote, mais cette presse, en fait, elle est issue que les 9 premiers points, c'est des trucs que je radote depuis des années, parce que c'est des trucs que tu m'as appris il y a 10 ans. Pas 10 ans, mais 8 ans et demi, quoi. Et un de mes coachés un jour m'a dit faut que tu arrêtes de radoter, faut que tu écrives un article parce que sinon tu vas passer ta vie à radoter. Et du coup, bah, on en est là. Yes, c'est un très bon point. Je sais pas qui est ton coaché, mais il faudra lui dire merci. Sympa Clément Annick. Merci Clément. Cool. Bon, je ne sais pas s'il y a J'ai d'autres une petite questions, question. Thomas. Ah, Ouais, j'ai une petite question. Merci beaucoup, Rémi et Yann, pour cette presse qui était super. L'une des étapes, c'est de lire le message d'erreur de haut en bas et de gauche à droite. Si l'information que te donne le message d'erreur, c'est du code que toi, tu n'as pas écrit, est-ce que ta recommandation, c'est quand même d'aller suivre ce que te demande de regarder le message d'erreur, ou est-ce que tu t'engouffres dans un chemin que tu veux pas suivre, qui est d'aller tomber dans les vendors que tu utilises? alors, ce qui compte, c'est de lire le message d'erreur, mais de ne pas forcément aller crawler dans ta stack. Pas tout de suite. C'est-à-dire que lire le message d'erreur, ça va te permettre de te rendre compte qu'il y a des erreurs qui se passent dans tes vendors. Mais en fait, le lire complètement, ça te permet de comprendre si il se passe des choses que dans les vendors ou est-ce que c'est parce que ça fait partie de la call stack, parce que dans les 3 premières lignes de ta call stack, on est dans ton code. Évidemment, c'est pas forcément hyper agréable à lire. Faut pas se précipiter. Mais c'est sûr qu'il faut les regarder une première fois. Ok, on est dans les librairies, on est dans les librairies, on est dans les librairies, mais il faut pas les creuser dedans, pas tout de suite. Ça, c'est un peu le dernier recours. C'est quand on ne comprend pas ce qui se passe dans ce système. C'est tous les trucs qu'on aura vraiment l'occasion d'aborder demain. Mais tu vois, je pense qu'on est toujours sur la même thématique. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu te dis ça, c'est que tu sais que d'expérience, les gens lisent les messages d'erreur trop vite. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut combattre un biais qui est de vouloir foncer dans la solution. Et donc, on revient toujours à cette même idée. C'est-à-dire que ton système 1 qui dit il faut vite que je trouve le truc, alors que tu sais pertinemment qu'un bug, s'il a lieu, c'est parce que le système 1 n'a pas marché. Donc, il faut réussir à prendre le temps. Et effectivement, quand tu dis il faut lire le message d'erreur de haut en bas, ça me parle parce que le nombre de fois où tu te rends compte que l'erreur était explicite si tu avais pris le temps de le lire, le message d'erreur, mais en fait, tu es parti dans ton code, c'est vraiment impressionnant. Moi, ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière. J'avais une erreur. J'ai lu rapidement. J'ai fait « Ah ok, c'est ça ». J'ai corrigé la chose. De là, j'avais toujours le message d'erreur. Et là, je me dis « Mais c'est pas possible, je l'ai corrigé ». Et en fait, j'ai mis un moment et j'ai dû replonger dans le message d'erreur pour voir que c'était en fait la même erreur, mais 3 lignes plus bas. Et en fait, c'est que j'avais fait une erreur à 2 reprises. Et en fait, vu que je suis passé trop vite, je ne me suis pas rendu compte du fait qu'il y avait une deuxième occurrence. Et oui, nous sommes un système faillible. On peut vouloir être rationnel, mais c'est impossible de tout le temps l'être. Donc, c'est passionnant parce que là, on est sur du debug, on n'est pas sur le bug, mais dans ton exemple, j'imagine, Yann, tu avais copié-collé le truc. C'était plus une refacto, je n'étais pas passé partout, mais oui, du coup. Ok. Non, parce qu'il y a. Ouais, bref.
On parle de debug, on parle pas de bug là. C'est un peu les deux faces d'une même pièce, mais oui. Euh, Je ne sais pas s'il reste des questions. Est-ce que des gens. Mais là, en fait, demain c'est quoi? Demain, vous avez plus d'exemples? C'est ça, des exemples différents ou vous refaites la même presse? Alors, est-ce que. Alors, attends. Demain, il y a plus d'étapes. On rentre vraiment dans la partie dichotomie. Il y a aussi une question de maîtriser son système. C'est-à-dire que pour débugger son code, il faut bien le comprendre. Et on va parler un peu de méthode scientifique. Voilà. Mais je vais pas faire la présentation maintenant, sinon tu vas rester manger tranquillement chez toi demain. Je démarre là où s'arrête celle d'aujourd'hui en se disant ok, j'ai éliminé les suspects habituels, j'ai interrogé Google, j'en sais pas plus, c'est parti, qu'est-ce que je fais? Cool. Excellent. Très bon teaser. Bon, Merci. et ben, bon appétit et puis à demain. Merci beaucoup. Merci Ciao. beaucoup pour la Ciao. 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 Bye bye. Merci À beaucoup. demain. Pokémon, bien joué. Hey.